Bonsoir Monsieur Guéant. Bonjour Olivier Vincent. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez été longtemps aux côtés de Nicolas Sarkozy, secrétaire général à l'Élysée. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Michel Néret, le directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon, est en garde à vue. Il confesse, semble-t-il, quelques imprudences, ça pourrait être plus grave ? Écoutez, il appartiendra au juge, à l'issue de la garde à vue, de mettre éventuellement ou non en examen M. Néret. En tout cas, c'est un terrible séisme dans la police nationale. Oui, parce qu'il était estimé. C'était un grand flic, si vous voulez, de terrain, très estimé de ses collègues. Bon, si d'aventure les faits qui lui sont reprochés sont avérés, ce serait extrêmement grave. Peut-être d'ailleurs d'autres policiers sont-ils également concernés. Il y en a 4 autres qui sont en garde à vue de la région, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Hein. Attendons la décision judiciaire. Mais il n'empêche que pour la police, dont le rôle, c'est de faire respecter la loi et qui a l'habitude d'une exigence déontologique du plus haut niveau, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Il va de soi que si les faits sont avérés, des sanctions seront immédiatement prises. Il faut savoir d'ailleurs que la police est une des administrations qui sanctionne précisément au nom de son exigence déontologique. Il a dit lors de sa garde à vue qu'il avait effectivement distribué du cannabis, mais pour ses informateurs. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais est-ce que ce sont donc des pratiques qui continuent ? Je ne sais pas ce qu'il a dit au cours de sa garde à vue, vous êtes mieux informé que moi, mais en tout cas, effectivement, le sujet de la relation avec les informateurs revient à l'ordre du jour, et c'est une bonne chose, je crois. Avec les informateurs, il ne faut jamais rien faire d'illégal, c'est très clair, il ne faut pas franchir la ligne jaune. Mais ça, est-ce que c'est franchir, n'est-ce pas, pour... Voilà, on entretient un indicateur, alors on lui donne un petit peu... Là, je sors de l'affaire Néret, je ne connais pas. Mais de façon générale, sur le principe, générale, un policier ne doit jamais commettre d'illégalité. Et c'est illégal de fournir... Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors j'ajoute que dans des cas particuliers, la loi permet un certain nombre de comportements, mais c'est dans un cadre législatif extrêmement précis. Et avec des contrôles. Absolument. Des supérieurs hiérarchiques, j'imagine. Bien sûr. Il faut le déclarer. Oui. Non, mais c'est très encadré et il ne faut rien commettre d'illégal. Tout à fait autre chose, il y a un site actuellement sur Internet qui s'appelle Copwatch, qui signifie en anglais surveillance de flics. Hein. Oui. Alors, il est logé à l'étranger et vous voudriez le faire interdire, mais comment allez-vous faire ? Écoutez, d'abord, je pense que ce qui compte, c'est le principe. Hein. Si la justice fait droit à ma demande, j'en serais très heureux. J'ai par ailleurs déposé d'autres plaintes. Je trouve que ce procédé est absolument scandaleux. Les policiers exercent une profession qui est utile à la société, qui est indispensable à la société. C'est une profession dangereuse. Quand je vois la façon dont on cible ainsi les policiers, donnant leur adresse, etc., montrant leurs photos, ce n'est pas pour leur vouloir du bien, hein, c'est évident. Je pense aux risques qu'ils prennent. Je pense aux milliers de policiers qui sont blessés chaque année. Je pourrais dire la même chose des gendarmes. Je dis bien des milliers. Hein, c'est une profession dangereuse. Ce sont des gens qui risquent leur vie. Alors je trouve que c'est spécialement honteux de se livrer à de telles pratiques. Et vous avez bon espoir de faire interdire le site ? Je l'espère bien, oui. Alors, tout à fait autre chose. Est-ce que... On parlera des affaires dans le détail tout à l'heure avec ma consoeur Dupoint, Mélanie Delattre, mais est-ce que vous considérez ou pas que le climat politique créé par les affaires a joué un rôle dans la défaite de l'UMP au Sénat ? Non, je ne pense pas. Je crois que l'élection des sénateurs est extrêmement particulière. Comme tous les Français le savent, ce sont des grands électeurs qui élisent les sénateurs. Ils sont à peu près 70 000. Et ce sont des élus locaux. Alors, ils ont des préoccupations d'élus locaux. Le résultat tient surtout, me semble-t-il, à la mécanique des élections locales qui ont eu lieu depuis 2001, hein, puisque pour des raisons de changement de législation, la dernière élection remonte à 2001 pour cette série. Il faut savoir que depuis 2001, dans la série, il y a 40 villes de plus de 9 000 habitants qui ont changé de camp, qui sont passés à gauche. Ça traduit un mécontentement. Non, mais ça traduit une série de défaites sur la durée. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a 12 régions qui sont passées à gauche, il y a 18 départements qui sont passés à gauche. Ça veut dire qu'aux élections locales, la gauche est meilleure que la droite. Alors, y a-t-il eu d'autres sentiments qui se sont exprimés ? Je crois qu'il y a quelque chose qui a pu jouer, notamment c'est la campagne absolument éhontée qui a été menée par les exécutifs des grandes collectivités socialistes pour dire pique-pendre de la réforme des collectivités locales et dire énormément de mensonges. J'ai vu des lettres adressées systématiquement aux maires
pour leur expliquer que désormais, il ne pourrait plus avoir de subventions pour des équipements sportifs de la part des régions ou des départements, ce qui est absolument faux. Le projet du gouvernement, depuis le départ, comportait bien le maintien de cette possibilité de subvention, comme de la possibilité de subventionner les équipements culturels. Il n'empêche que la vérité a été travestie, ça a pu jouer. Alors, tout de même, ce climat des affaires, encore une fois, on n'entre pas dans le détail là, mais la gauche s'en saisit. Je lisais dans Libération du 24 septembre dernier, Ségolène Royal, disant « Le système Sarkozy est totalement corrompu, on a affaire à une association de malfaiteurs ». Et hier, Martine Aubry attrape à renchéri. On l'écoute. Toutes ces affaires, c'est effrayant. Ça donne l'impression aux Français que plus on est haut, plus on s'en met plein les poches. C'est un climat pour un président qui voulait une République irréprochable. Il est né dans l'argent, si je puis dire, avec le Fouquet, ce premier jour de cette présidence. Il n'a servi que l'argent et aujourd'hui, on est encore dans des affaires d'argent. Oui, j'entends bien cette critique. J'entendais aussi Mme Aubry, voici quelques semaines, demander que la campagne électorale soit digne et que s'abstienne de lancer des boules puantes. Je trouve très franchement que l'on connaît actuellement une campagne qui est extrêmement préoccupante pour la vie, la sincérité de la vie démocratique, qui est préoccupante pour la réalité du débat des idées, parce que c'est ça qui compte. En effet, on le dit partout, on entend encore à l'instant que le président de la République, le gouvernement serait cerné par les affaires. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une seule affaire judiciaire, je le rappelle, c'est l'affaire de la vente des sous-marins qui remonte à bien longtemps, et personne, ni le président, ni aucun membre du gouvernement n'est concerné par cette affaire. Et chacun le sait. Alors pourquoi ces amalgames, pourquoi ces contre-vérités, ces approximations en permanence ? On va y revenir tout à l'heure. On va passer du côté de la majorité. Je lisais Gérard Larcher, président du Sénat, qui déclarait dans Le Monde « Les élus de l'UMP, donc, ne comprennent pas toujours l'action du président de la République ». D'où vient ce malentendu ? Le président de la République prend beaucoup de temps pourtant pour expliquer son action, notamment aux élus, puisqu'il reçoit très régulièrement ils sont bornés, alors, les groupes. Élus pardon ? Ils sont bornés, les élus ? Non, il reçoit très régulièrement les groupes de la majorité et du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et l'action du président de la République est parfaitement claire et limpide. Bon, on sait que depuis des mois, il lutte contre la crise. Il est au niveau mondial, au niveau européen, avec Mme Merkel, un leader de la lutte contre la crise. Cette politique est complètement transparente et évidente aux yeux des Français. Alors, vous voyez bien, vous voyez forcément les kiosques des journaux avec les unes des hebdomadaires de la semaine. Deux d'entre eux, d'ailleurs, titrent sur la fin de règne. C'est Le Point, l'Observateur, l'Express titre sur la chute du clan Sarkozy, et on le décrit comme un homme seul, c'est-à-dire il n'y aurait plus que vous, Brice Hortefeux, qui est d'ailleurs un petit peu en difficulté actuellement. Alors ? Non, il y a heureusement beaucoup de Français derrière lui. Vous savez, on dit qu'il n'est pas populaire. C'est vrai que les sondages montrent qu'il a une popularité qui pourrait être meilleure. Mais je lisais ce matin un autre sondage qui a été fait par un grand journal du Sud-Ouest qui indiquait que les Français ne voient guère que lui comme candidat de la droite. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et il n'est pas seul. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de groupes qui s'organisent pour apporter leur contribution intellectuelle, leur participation au programme de l'année prochaine. Cela peut donner le sentiment d'un certain émiettement de la pensée à droite. Mais cela donne aussi le sentiment d'une créativité. Et tout le monde se rassemblera le moment venu, derrière Nicolas Sarkozy, si, comme je le souhaite, il est candidat. Mais alors, on a vu quand même, on se demande si son autorité est toujours présente, parce qu'on a vu lors du dernier remaniement M. Barouin dire attention, si je ne suis pas ministre de l'économie, je m'en vais. On a vu récemment Jean-Pierre Raffarin dire moi je veux que le président de la République ait une autre attitude à mon égard. On a vu M. Charon à Paris dire le président de la République dit ce qu'il veut, mais moi je me présenterai au Sénat. Il a encore de l'autorité, Nicolas Sarkozy ? Est-ce que vous pensez vraiment que les candidatures au Sénat soient du niveau du président de la République ? Alors les deux autres. Et alors en ce qui concerne l'action gouvernementale, écoutez, sans doute M. Barouin, puisque tout le monde a dit, a-t-il fait valoir ses arguments pour convaincre le président qu'il était le meilleur ministre de l'économie, des finances et de l'industrie possible. Mais je dirais, pour en avoir vécu de près un grand nombre, enfin un certain nombre, qu'à chaque remaniement c'est pareil. Vous n'avez pas de doute sur l'autorité de Nicolas Sarkozy ? Je n'ai aucun doute. Sur la majorité ? Je n'ai aucun doute à cet égard. Aucun doute. Alors, effectivement, il y a eu quand même, on entend comme ça, quand on se promène à l'Assemblée nationale, des interrogations. Et finalement, si ce n'était pas le bon candidat ? Écoutez,
écoutez, je crois qu'il n'y a aucune hésitation possible. Encore une fois, je fais référence à cette enquête d'opinion publiée par Sud-Ouest, pour dire son nom, aujourd'hui ou hier, et de très très loin, il est le seul qui s'impose. Les autres sont à 100 coudées derrière. Par ailleurs, n'oublions pas que nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière. Quel est le peuple en Europe qui est content de son gouvernement ? Strictement aucun. M. Zapatero, qui pourtant a mené une politique courageuse pour son pays, va perdre, disent les sondages législatifs, dans peu de temps. Mme Merkel perd les élections régionales l'une après l'autre, alors qu'elle était triomphalement maintenue au pouvoir voici très peu de temps. Elle était à 64%, je me souviens, de taux de popularité. Il y a eu la crise en 2008. Les Français ont pensé en sortir. Et puis la crise demeure. Et ils sentent que la menace est toujours là. Il y a la crise financière qui peut recommencer. Et la crise financière, c'est la garantie d'une crise économique, avec tout ce que ça comporte en termes d'activité, en termes d'emploi, etc. Les Français veulent en sortir. Et évidemment, à qui s'en prendre, sinon au gouvernement en place? Mais le moment va venir, ils vont devoir choisir entre deux hommes, ou un homme et une femme, pour être président de la République. Pour l'instant, la gauche les attire. C'est-à-dire, on voit que mais les pour débats des primaires mais bien sûr, socialistes... mais ça fait partie du même mouvement, si vous voulez. Évidemment, les opposants sont toujours plus intéressants dans un cadre comme celui-là, dans un contexte comme celui-là. Mais il va falloir choisir. Il va falloir choisir la personnalité qui est la plus capable pour tenir la barre de la France dans un monde qui est tourmenté, menacé, où les crises se succèdent les unes aux autres. Et là, je pense que les Français réagiront différemment de ce qu'ils affichent aujourd'hui comme mouvement d'humeur. Bien compréhensible. Alors on entend de temps en temps une petite musique quand même. Jeudi dernier, Alain Juppé était l'invité de mes confrères de France 2. Il a dit qu'il soutiendrait Nicolas Sarkozy de la manière la plus solide qui soit. Mais quand ils ont insisté en lui disant « Mais enfin, votre rêve de devenir un jour président de la République, est-ce que c'est terminé ?» Écoutez ce qu'il a répondu. Ce rêve n'est pas arrivé à maturation, si je puis dire, ou à réalisation, pour les raisons que vous avez rappelées tout à l'heure. Voilà, Donc je ne suis pas absolument obsédé par tout ça. Vous dites sans regretter que vous ne serez jamais président. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous vous dites. Oui, je peux me le dire, mais je me dis qu'il y a peut-être parfois aussi des surprises. Des surprises ? Écoutez, ce qui compte, me semble-t-il, c'est que Alain Juppé apporte son soutien total, entier, sans réserve, avec tout le talent qui est le sien au président de la République, et puis il pense peut-être à 2017. Vous croyez ? Il a du talent et il peut y penser. Enfin, pour vous, l'idée que Nicolas Sarkozy renonce à se présenter en 2012, c'est totalement incongru ? Ça me semble, à moi, complètement incongru. C'est lui qui dira sa candidature ou dira autre chose. Je suis, pour ma part, absolument convaincu qu'il dira sa candidature. Je lisais tout à l'heure une dépêche indiquant que M. Hollande commençait à avoir des doutes sur sa candidature. Je ne sais pas ce que ça traduit. Est-ce que, en bonne posture comme il l'est pour les primaires, il redoute la candidature de Nicolas Sarkozy? Moi, je ne l'ai jamais vu douter. Il ne m'a jamais dit qu'il serait candidat, mais je suis sûr qu'il sera candidat. Et je l'espère pour mon pays, franchement. Et j'espère qu'il sera élu. Même s'il est très bas dans les sondages. Tous les combats, les seuls combats perdus sont ceux qu'on ne livre pas. Et tous vos confrères rappellent à toutes les émissions du genre de celles que vous animez que Jacques Chirac était super battu avant d'être super gagnant il y a quelques années. Oui, certains disent même que plus il sera bas dans les sondages et plus son tempérament le poussera à se présenter. Écoutez, faisons pas de psychologie de café du commerce. J'espère qu'il se présentera, je suis sûr qu'il se présentera et vraiment, j'espère qu'il gagnera. Et vous n'êtes pas pour une accélération du calendrier parce que certains disent aussi, quand même, il faut faire une réponse politique à ce qui s'est passé au Sénat et après tout, il faut rassembler, donc démontrer de façon irrémédiable qu'il est vraiment le candidat. L'élection sénatoriale traduit dans le jeu institutionnel une nouveauté. C'est sûr que pour le gouvernement, il va se trouver face à une assemblée dont la majorité permettra à la gauche d'avoir là un lieu où exposer ses idées, un lieu aussi où gêner l'acheminement des projets du gouvernement. Mais enfin, comme vous le savez dans nos institutions, de toute façon, l'Assemblée nationale est le dernier mot. Par ailleurs, j'ai entendu la gauche tout de suite, après sa victoire, déclarer qu'elle jouerait le jeu de façon républicaine. Mais ceci dit, c'est une élection qui est une élection locale, qui est une addition d'élections locales, même si elle a une signification. Mais oui, effectivement, et je le regrette infiniment, parce que ce serait extrêmement important
que toute la classe politique de notre pays, opposition comme majorité, dans l'incertitude de principe où nous nous trouvons du résultat des élections l'année prochaine, affiche sa volonté de rétablir les finances de la France. Ce serait pour les marchés, comme on dit, un signe formidable. Oui, mais c'est fini. Malheureusement, sauf si la gauche revient à un sentiment de responsabilité plus affirmé. Le président va recevoir M. Bell ? Je ne sais pas, mais enfin, ça me semble aller dans la nature des choses. Vous êtes, comme ça, vous occupez un peu des territoires aussi, hein, si j'ose dire. Oui, mais je ne m'occupe pas de l'agenda du président de la République. Mais enfin, donc, vous, en tant que ministre de l'Intérieur, vous souhaitez que cette rencontre ait lieu ? Moi, ça me semble absolument naturel au regard de notre mode de vie républicain. On va marquer une pause, puis ensuite on passe à la deuxième séquence, on va parler de la sécurité. Volontiers.